Chers amis, bonjour. Nous sommes le 10 septembre 2022. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et après un été où j'ai dû gérer pas mal de nouvelles choses, nouvel appart, nouveau boulot, comme je vous le racontais notamment dans mes vidéos sur le NIF, le festival à Neuchâtel cet été. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Et puis il y a eu un peu des vacances, donc il y a eu Neuchâtel. Puis tout récemment, je suis allé voir la ville de Turin en Italie, où il y a notamment une exposition sur Dario Argento dans le musée du cinéma, avec une espèce de tour comme ça et un ascenseur panoramique qui monte très haut. Et je vous recommande cette exposition sur le réalisateur Dario Argento. À l'intérieur, il y a une sorte d'escalier comme ça, un immense escalier en colimaçon qui fait le tour de toutes les œuvres de Dario Argento, tous ses films avec des affiches. Il y a même une section musique de film à un moment donné où il y a des pochettes exposées de 33 tours, CD et même cassettes audio. Des tas d'anecdotes. Une expo très intéressante que vous pouvez voir à Turin donc jusqu'en janvier 2023. Et donc j'en reviens un peu, j'essaye de retomber sur mes pattes. Dans ma 4e vidéo, je vous parlais des souscriptions Waxwork et Terror Vision, et ainsi que les précédentes vidéos. Mais je vous avais promis un petit exposé sur une collection de vidéos cassettes VHS René Château, la collection Les classiques de l'horreur et de l'épouvante, qui était très marquante à l'époque. La diffusion des films était naissante. Et moi j'étais un enfant et j'ai découvert quelques volumes assez surprenants déjà quand j'étais enfant. Et ensuite avec le temps j'ai réussi à collecter tous les volumes. Je vais vous présenter en 3 parties tous les volumes. Vous allez voir qu'il y a des films très étonnants et des films très célèbres et des films moins connus. Il y a eu en gros une dizaine de volumes, mais on verra qu'il y a des surprises. Donc, le support VHS est tombé en désuétude, certes. On ne peut plus trouver de magnétoscope que sur des marchés parallèles ou des brocantes ou des boutiques spécialisées qui font de la revente. Mais c'est un support qui, ma foi, si on est assez clément, tient encore assez bien la route. Et bien entendu, c'est l'occasion pour moi de vous parler de ma passion première, de continuer d'essayer de dérouler et de vous faire partager cette passion par l'entremise de divers supports et par exemple par ce support VHS. Donc j'ai creusé dans mes archives et j'ai retrouvé mes volumes, et là dans cette première vidéo sur ce thème, je vais vous présenter les 4 premiers volumes. Et bien entendu, sans faire exprès, je retombe à nouveau sur Texas 1, sans faire exprès. Enfin, peut-être que je fais exprès. Donc voilà le fameux massacre à la tronçonneuse. Donc vous voyez ici les classiques de l'horreur et de l'épouvante. Au verso, vous aviez les films que vous ne verrez jamais à la télévision, strictement interdits aux moins de 18 ans, films censurés. Voilà. Les films que vous ne verrez jamais à la télévision. Donc il y avait un marketing sur ces films qui était, on va dire, pas trop mauvais encore pour l'époque. C'était pour attirer le chaland et je pense que cette collection a eu un grand succès.
Donc le Texas 1, j'en ai déjà parlé, film de Tobe Hooper de 1974. Je vous montre aussi la VHS. Donc les VHS originales, vous aviez un granulé comme ça, on ne peut pas tellement le voir, je pense, si vraiment je m'approche, voilà, un granulé, une sorte de relief. Et là, vous savez que vous avez la cassette originale. Donc ces cassettes ont été rééditées. Par exemple, j'ai une réédition ici, voilà, avec une affiche de film un petit peu différente. Voilà. Alors vous aviez une numérotation 1. Le numéro 1, c'était Massacre à la tronçonneuse. Le verso là était identique. Voilà, j'essaye d'éviter le reflet. Voilà. Donc, Massacre à la tronçonneuse, je vous en ai déjà parlé. Il n'y a pas eu de musique de film. Enfin, il y a eu, disons, une espèce de musique expérimentale faite par Tobe Hooper lui-même et un ami à lui, Wayne Bell. Il n'y a pas eu de pressage officiel, il y a eu des pressages pirates, vinyle et autres supports. Vous pouvez écouter la musique sur YouTube. Et c'est l'occasion pour moi de vous reparler aussi des petits Texas, les petits enfants de Texas 1, donc il y a eu le 2, musique de Jerry Lambert. J'y reviendrai quand je continuerai ma série d'ouverture de paquets. Là, je déroule mes VHS. Texas 3, je vous en ai parlé. Et il y a eu aussi un Texas 4 en 1995 de Next Generation. Donc ça, j'ai découvert en creusant sur Internet. Mais il n'y a pas eu de musique de film ni de compilation de films. 4 que je n'ai pas vu d'ailleurs, le 3 non plus. Mais par contre, j'ai retrouvé la musique de ce Leatherface 3, Texas 3, chez Perseverance Records. Voilà. Musique de Jim Menzie. Je vous parlais de ce compositeur. Musique assez difficile. Alors je vous ai parlé de mon échelle de difficulté pour l'écoute musicale, pour l'appréhension de la musique, avec 4 échelles de difficulté si vous voulez. Et d'ailleurs, entre parenthèses, cette échelle, je ne l'ai pas inventée, je l'ai moi-même empruntée sur les magazines notamment de musique classique que je lisais dans les années 90. Parce que, disons qu'en musique, j'ai exploré un peu tout ce qui bougeait, en cinéma aussi, tout ce qu'il fallait, enfin, je suppose. Et cette échelle, dans les magazines de CD de musique classique des années 90 et 2000, parlait d'une échelle de 1 à 4, avec premier niveau, le niveau 1, avec de la musique facile, par exemple une symphonie de Mozart. Échelle 2, c'était niveau 2, c'était une musique déjà qui comportait un peu quelques difficultés, disons, une symphonie de Haydn par exemple, ou de Mozart, mais avec des passages un peu plus complexes. Le volume 3, l'échelle 3, c'était une musique ardue, et 4 très difficile. Et donc, ce Texas 3 de Jim Menzie, je la classerais dans 4, parce que c'est une musique très expérimentale, très sensitive comme ça, avec des ambiances comme ça très sombres, une musique peu accessible. Et dans le registre de Jim Menzie, aussi chez Perseverance Records, et ici, ce label qui fait de la musique de films très obscure, très pointue, avait sorti justement 2 volumes sur Jim Menzie. Voilà. Storyteller, volume 1. Voilà. Et Storyteller, volume 2. Voilà. Comme ça. J'essaye d'éviter les reflets, parce que bon, c'est pas joli sinon. Donc, avec ces 2 volumes sortis en 250 exemplaires, vous avez un aperçu très vaste de la musique de Jim Menzie. Il a
composé pour des tas de films d'horreur très obscurs, encore plus obscurs que le Texas 3, et de la musique plus accessible que le Texas 3, mais passionnante aussi, très intéressante. J'adore explorer ces musiques où personne ne va, où très peu de personnes. Voilà. Et encore pour finir sur Texas, il y avait, comme je vous le racontais dans mes précédentes vidéos, des remakes, des reboots, etc. Et le premier remake en 2003 par notre ami... comment il s'appelle? Franchement, je ne m'en souviens pas. Le réalisateur de Transformers et Michael Bay, voilà. Il a fait un remake en 2003 de Texas Chainsaw Massacre avec Jessica Biel, une très charmante actrice, que l'on voit aussi dans un film de Pascal Laugier, The Secret, notamment. Ce remake qui se veut qui se veut un remake du film original, n'était pas extraordinaire, mais enfin, c'était pas non plus trop mauvais. Il y a eu bien pire après. Et nous avions là une musique de Steve Jablonski, une musique assez compliquée, que je classerais en 3 sur l'échelle de difficulté. Voilà, d'une manière totalement subjective, bien entendu. Avant de passer au volume 2, 3 et 4 de cette collection René Château, où il y avait donc des numéros, mais parfois pas, selon les éditions, je voulais, dans le registre des précisions par rapport à ma précédente vidéo, vous redire un mot sur V, la série V, où il y avait donc, pour résumer, 3 compositeurs. Il y avait donc Barry DeVorzo, qui avait fait le thème de la première série. Et il y avait Joe Arnell, qui était un compositeur aussi américain, qui avait fait la série Hulk, l'incroyable Hulk, cet homme qui se transforme sous l'effet de la colère. Donc la série télé d'époque, des années 70, avec Lou Ferrigno, qui était l'acteur qui jouait le Hulk une fois transformé en verre. Et Joe Arnell avait fait aussi de Bionic Woman, c'est-à-dire Super Jimmy, c'est-à-dire la suite en féminin de L'homme qui valait 3 milliards. Il a fait ces musiques-là aussi et d'autres séries télé. Et Denis McCarthy aussi avait fait V. Et lui aussi il a fait des séries télé, dont Star Trek The Next Generation. Voilà, première précision, correction dans ce que je voulais vous dire, dans ce que je vous racontais par rapport à ma 4e vidéo. Et je vous parlais aussi d'un film sur un bateau qui disparaît. Et, je me suis trompé de compositeur, c'était pas Brian May, mais John Scott, un compositeur british anglais. Et je voulais parler de Nimitz, Retour vers l'enfer, et en anglais c'était The Final Countdown. Voilà pour les petites corrections et précisions par rapport aux précédentes vidéos. Et donc, je vais vous présenter le 2e volume, René Château. Voilà. C'était bien sûr Zombie. Voilà numéro 2. Voilà le verso. Alors, film mythique de George Romero. Et il y a eu une réédition de ce volume 2 avec notre ami ici qui est ça hachette dans la tête. Mais il n'était pas au verso, il était au recto. Sur une autre édition que je n'ai pas, mais on peut la voir sur Internet. Donc, George Romero, il a fait sa quadrilogie entre 68 et, si je ne me trompe pas, 2005. Donc, il y avait La Nuit des Morts-Vivants en 68. En 78, donc, Zombie. Dawn of the Dead en anglais. Dawn, c'est l'aube des zombies. Ensuite, il y a eu Le Jour des Morts-Vivants, dont je vous ai parlé aussi précédemment, en 85, avec la musique de John Harrison. Et nous avons Le Territoire des Morts en 2005. Excellent film, 4 films remarquables sur les zombies.
tellement remarquable que vous avez des Walking Dead, il y a même une série Day of the Dead. Hein, donc c'est toujours le même phénomène d'idolâtrie par rapport aux films originaux. Pareil pour Texas, je vous parlais de la série Netflix. Donc vous avez comme ça, depuis ces 25 dernières années, 20 dernières années en gros, une constante de revival, reboot, remake sur tous les films, Vendredi 13 et j'en passe et j'en passe. Et donc le Texas n'y a pas échappé et Zombie non plus. Donc excellent film de George Romero, bien craspet, bien politiquement correct. On voyait notamment des enfants se transformer en zombies qui étaient abattus. Donc c'était quand même très sulfureux pour l'époque. Et vous avez toute cette séquence dans le supermarché où vous avez des voyous qui vont venir semer la zizanie. Et il y a cette troupe qui échappe aux zombies, qui essaye de résister et de s'abriter dans ce supermarché. Ils vont donc affronter les 10 voyous et les zombies. Et bien sûr, vous aviez donc cette musique mythique qui a été moult fois rééditée, de la musique de Goblin, un groupe de progressif rock italien. Ils ont fait une musique comme ça, un peu ethnique, un peu africaine, avec des connotations, on se croirait dans la savane, et en même temps typiquement progressive, avec des morceaux un peu comme ça, qui retranscrivent très bien le côté pâteau et le côté marche inéluctable des zombies, à la fois grotesque et à la fois très menaçant. Excellente musique. Et vous aviez dans ce groupe Goblin Claudio Simonetti, qui a fait des films aussi tout seul pour Dario Argento, des musiques donc. Voilà, et donc vous aviez le 3e volume, moins connu peut-être, c'est le très étonnant Cher pour Frankenstein. Voilà, le 3e. Cher pour Frankenstein, un film de Andy Warhol. Voilà le verso. Alors, Cher pour Frankenstein, c'est un film de 74 aussi. 74, la même année que Texas 1. Andy Warhol, qui était donc un peintre, producteur de musique et cinéaste. Alors, il nous a fait un film bien gore, bien craspet aussi. Cher pour Frankenstein, une histoire un peu... une espèce de fable un peu eugéniste sur le baron Frankenstein qui veut créer une sorte de peuple d'élite. Mais bon, c'est plus un prétexte à montrer notamment une belle demoiselle très dénudée et des scènes bien gore, des morceaux de corps, enfin, voilà, du Frankenstein. Des énièmes Frankenstein. Eh bien, vous avez celui de Andy Warhol, qui était donc le volume 3. Alors, nous avons une musique de Claudio Gysi, qui a fait l'objet d'un vinyle Varese Sarabande quelques années après la sortie du film. Une musique pas extraordinaire, on va dire une musique un peu romantique au piano avec des flûtes, un peu mélancolique, bucolique comme ça, mais pas très transcendante, il y a mieux dans ce registre. Une musique un peu niaise, un peu naïve pour ce Cher pour Frankenstein, voilà. Mais bon, si vous voulez creuser la chose, vous pouvez aussi écouter des extraits. Et un 4e volume, et dernier pour ce premier volume consacré à cette collection René Château, vous avez le non moins inénarrable Crocodile de la mort. Voilà. 2e film de Tobe Hooper en 1977, voilà, volume 4, ici, voilà, le verso. Et j'en ai même une 2e édition, quasiment identique, c'est juste que le pourtour est blanc au lieu d'être noir, voilà.
J'ai mes deux crocodiles. J'ai mes deux crocodiles. Alors, Le Crocodile de la Mort, c'est le deuxième film de Tobe Hooper. C'était en 77, c'est ça? 77. Moins marquant que le Texas 1, mais quand même un petit film d'horreur sympathique, avec une ambiance bien poisseuse, avec cette histoire d'un propriétaire de motel dans un bled paumé du Texas, bien fou, bien schizophrène, avec un crocodile dans une sorte d'étang, et notre super patron donne à manger à son crocodile les clients de l'hôtel. Alors ça peut paraître un petit peu anecdotique et burlesque, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est surtout l'ambiance glauque et poisseuse. On baigne un peu dans cette ambiance aussi de chaleur, comme ça, on cuit dans ce film. On cuit physiquement, et aussi on voit la folie qui est excellemment bien retranscrite par l'acteur du film, l'acteur principal. Donc, pour ce Eaten Alive, c'était le titre en anglais, Le Crocodile de la Mort, il n'y a pas eu non plus de musique de film officielle, de pressage. Il y a eu, comme pour Texas 1, des éditions pirates, avec une musique aussi expérimentale, un petit peu plus accessible que le Texas 1, des bruitages, des sonorités, un peu la continuité du Texas 1, si vous voulez. Voilà, donc je vous remercie pour ceux qui ont la gentillesse de m'écouter, et je ferai donc encore 2 volumes consacrés à cette très étonnante collection René Château. Merci et à bientôt pour la deuxième partie.